Bonjour à tous et bienvenue sur cette première table ronde de la journée qui s'intitule « Comment mal choisir son prestataire numérique ?» Alors, pour répondre à cette question, j'ai fait appel à des experts sur le sujet pour vous accompagner à choisir du coup le bon prestataire numérique. Pour cela, je suis accompagnée du coup de Catherine Epstein, de Captine, de Lilian Fourcadier, de la CCI, qui est même CCI Occitanie aujourd'hui, et de Michel Jolin. Et je vais laisser chaque personne faire un petit tour de table. Catherine, tu commences ? Donc bonjour. Avant de je m'appelle Catherine Epstein. J'ai fondé le cabinet Captine il y a un peu plus de 10 ans pour accompagner les entreprises sur leur stratégie digitale et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Donc je mets mon expertise marketing au service de la visibilité des entreprises. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je fais quasiment que du sur-mesure. Voilà, j'accompagne chaque client selon ses besoins et donc selon ses besoins et ses ressources évidemment. Et je suis particulièrement heureuse d'être là ce matin parce que je suis adhérente de la mêlée depuis presque 20 ans. Voilà, donc je trouve ça plutôt intéressant de voir l'évolution et je suis ravie d'être là. Voilà. Bon, ça, c'était pour la petite présentation. Merci beaucoup. Allez, à mon tour. Donc, bonjour, Lilian Fourcadier, chargé de mission numérique à la CCI du Tarn. Donc, moi, mon job, c'est simple, c'est accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, leur projet de transformation digitale. L'objectif pour nous, il est simple, c'est vraiment de qualifier les projets, être en amont du projet, permettre à l'entrepreneur de savoir mieux se positionner, ainsi de suite, pour ensuite qu'il puisse aller voir des gens comme Catherine ou d'autres prestataires. Donc on se situe vraiment en amont et on travaille beaucoup sur la pédagogie, la sensibilisation et la montée en compétences. La mêlée numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait maintenant 20 ans qu'on travaille ensemble. Ça ne nous rajeunit pas d'ailleurs, vous avez vu quelques cheveux blancs que j'ai. Donc voilà. Donc effectivement, on est ravis d'être là aujourd'hui pour pouvoir parler un peu de ce sujet qui est capital dans un projet de transformation digitale. Merci beaucoup. Et maintenant, Michel ? Oui, bonjour. Alors, je me présente, je suis Michel Jolin. Je suis responsable d'un organisme de formation professionnelle dans le domaine du marketing sportif. Je développe mon offre de formation sur l'Occitanie depuis peu de temps. Je viens parce que j'accompagne Catherine, que j'ai choisie en tant que prestataire externe. Donc, dans un premier temps, pour m'aider pour me former. Donc j'ai pris Catherine pour de la formation. Et puis, dans un deuxième temps, pour m'aider à avoir plus de visibilité, puisque j'ai transformé mon organisme de formation entre 2010 et aujourd'hui. J'ai changé de structure, j'ai changé de thématique. Enfin, j'ai eu un parcours qui a un petit peu évolué dans le professionnel. Et donc, j'ai eu besoin vraiment de faire appel à ces services pour avoir une autre image sur les réseaux. Merci beaucoup. Et moi, je suis Constance de Seine. Je suis responsable du pôle transformation numérique et cybersécurité à la mêlée. Et nous, notre mission, ça se rapproche pas mal des missions de la CCI, de Lilian. Ça va être, dans un premier temps, de sensibiliser les entreprises d'Occitanie aux enjeux de la transformation numérique, donc par des événements comme on a organisé toute cette semaine, et d'autres événements qu'on organise tout au long de l'année, mais je reviendrai un peu dessus tout à l'heure. Pour les sensibiliser, pour leur donner envie de passer à l'acte et d'enclencher leur transition numérique. Donc aujourd'hui, nous, à la mêlée, on a un catalogue expert, un vivier d'une 50aine d'experts qui sont basés un peu partout sur tout le territoire Occitanie. Alors on a envie d'avoir encore plus d'experts. Donc si vous avez des expertises à apporter pour les entreprises d'Occitanie, n'hésitez pas à venir vers moi, vers toute l'équipe de la mêlée. Pour vraiment accompagner ces entreprises, mais aussi du coup participer à ces événements de sensibilisation qu'on souhaite du coup mener sur tout le territoire Occitanie.
Voilà, donc nous, on a vraiment cette mission d'être un peu un facilitateur, donc de faciliter la mise en relation entre les entreprises comme Michel avec des experts comme Catherine. Voilà pour la mission qu'on organise, enfin, en tout cas ce qu'on fait au sein du pôle transformation numérique et cybersécurité. À noter juste, on a référencé des grands champs d'action de la transformation numérique, et ce qu'il était important, c'est vrai, de préciser ce sur quoi les entreprises avaient besoin d'être accompagnées. Donc aujourd'hui, on a 7 grands champs d'action. Le premier champ d'action, ça va être toute la partie e-commerce. On va également avoir un volet sur toute la partie communication digitale. On va également parler de la relation client, tous les sujets autour de l'organisation et des process des entreprises. On va également parler de collaboratif et des télétravail, donc les outils vraiment. On parle aussi data et cloud. Et le dernier, cybersécurité et RGPD. Et suite à la mêlée numérique, on a un petit nouveau qui va arriver, qui est le numérique responsable. Voilà, mais sur tous ces sujets, on a du coup des experts qui sont référencés pour justement accompagner ces entreprises. Et moi, la question du coup que je me pose en premier lieu, c'est Catherine, Catherine Michel, pourquoi est-ce que vous avez fait appel à Catherine et Catherine, pourquoi aujourd'hui, toi, tu te rapproches d'entreprises comme Michel pour apporter du coup tes services aux entreprises? Et pourquoi il est important d'externaliser pour une entreprise? Pourquoi il est important de faire appel à des prestataires experts sur des sujets? Du coup, on va peut-être laisser Michel commencer par... Ouais. Alors, au tout départ, j'étais pas du tout en recherche d'une prestation. J'étais sur les réseaux, en veille sur mon environnement professionnel. Donc, l'environnement professionnel de la formation, lequel évolue sans arrêt, et notamment sur le domaine de la digitalisation des formations. Donc, j'étais en veille. J'ai vu des posts de Catherine que j'appréciais, sans aucune idée d'aller faire appel à elle. Et petit à petit, j'ai adhéré vraiment à ce qu'elle partageait, à ses valeurs. Et c'est ce qui a fait que un jour, j'ai fait un message LinkedIn. Je lui ai envoyé un message pour la rencontrer et pour lui demander si elle était OK pour me former individuellement sur LinkedIn, parce que à cette époque-là, j'étais toute seule. Je n'avais pas de salariés encore. Je développais pas. J'avais pas beaucoup de moyens financiers non plus pour prendre quelqu'un en externe. Donc, je me suis formée. Alors, elle m'a bien formée, mais derrière, ça suffit pas. Parce qu'il faut quand même avoir du temps. Il faut quand même avoir du temps pour s'occuper des réseaux, pour faire de la veille, pour faire de la curation de contenu, pour savoir effectivement partager, tout ça. Et puis est arrivée après la phase où j'ai basculé sur une autre formation, sur une autre cible d'entreprise libérale. Je suis passée sur une SARL. Aujourd'hui, j'ai une salariée qui travaille pour moi, parce que je développe sur le territoire Occitanie, sur une autre thématique qui est donc le marketing sportif. Et on sait que le virage aussi pour les entreprises du monde du sport, il y a une nécessité de digitaliser aussi leur structure. Et pour moi, ce qui était important, c'est d'arriver à changer mon image. Parce que l'image sur les réseaux, c'est pas simple de passer. J'étais dans la santé, je passe sur le monde du sport. C'était un petit peu compliqué. Et j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui puisse comprendre mon parcours professionnel, qui puisse m'écouter, comprendre pourquoi prendre en compte en fait les valeurs, les nouvelles valeurs que je donnais à cette nouvelle aventure finalement, puisque j'ai une nouvelle aventure. Et je pense que la raison principale, ça a vraiment été que l'écoute, la connaissance de mon parcours, le partage de valeurs communes, et puis le fait que effectivement j'avais été formée, je savais déjà comment elle travaillait. J'avais besoin de quelqu'un j'ai eu besoin là il y a pas longtemps donc de quelqu'un qui intervienne rapidement
Donc une espèce d'agilité quand même que je demandais parce qu'il fallait que je sois très rapidement bien visible sur mon offre de formation. On a des exigences au niveau des organismes avec le Calliope aujourd'hui. Donc il fallait aussi qu'on soit bien visible et en termes de retour sur investissement. C'est-à-dire que, alors pour le moment on ne l'a pas encore mesuré puisqu'on vient de le mettre en place, mais je sais par le CFA avec lequel, Sport Animation Occitanie, avec lequel je collabore, que plus un site est à jour, visible, plus l'organisme de formation est présent sur les réseaux, et plus ils ont eu d'inscrits en alternant. Donc moi je ne l'ai pas encore calculé, mais c'est Cathy qui fera ça. Mais voilà, donc ça, c'est pour ça que j'ai choisi Catherine. Moi, je voudrais juste ajouter, parce que Michel est extrêmement modeste, sur son organisme de formation, parce que en fait, on est déjà à la 3e promo d'étudiants en alternance. C'est-à-dire que c'est pas, ça a l'air comme ça, tu dis tu as une salariée, mais tu te fais aider pour pas mal de choses. Et donc, c'est quand même un truc qui tient la route avec des intervenants de qualité et des stagiaires assez satisfaits, puisqu'on voit les avis. Donc voilà, c'était juste pour réparer un peu ce truc-là. Donc effectivement, la problématique de Michel, elle est intéressante parce qu'elle a besoin à la fois d'être visible auprès des entreprises qui vont employer ces alternants et auprès des futurs stagiaires, donc des gens qui ont envie de se reconvertir dans le marketing sportif. Donc ça fait deux cibles différentes, des réseaux différents. Il y a un vrai travail de stratégie là. Et je trouve que c'est très pertinent de se faire aider pour cela, puisque c'est effectivement un métier. Et du coup, j'en profite pour répondre à la question initiale qui était pourquoi sous-traiter ? Tout simplement parce que c'est un vrai métier, que la tendance, on va dire, au départ, la tendance dans les entreprises, c'était de recruter des jeunes sous prétexte qu'ils sont nés avec, ils vont être performants, et on s'aperçoit que malheureusement, c'est pas le cas. Après, je n'ai pas dit que les jeunes n'étaient pas performants, je dis juste que c'est un métier et qu'il y a des diplômes pour ça. J'enseigne d'ailleurs dans une école à des étudiants donc, qui ont 21 ou 22 ans sur la communication digitale et les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas une question de génération, c'est une question de métier. Voilà. Donc, quand vous voulez faire construire une maison, vous appelez des professionnels du bâtiment. Et je pense que pour le digital, c'est un peu la même chose. Donc déjà, ça, c'est pour la sous-traitance. Ensuite, ce qui est important aussi, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais Lilian en a parlé dans la séquence précédente, au sujet de la formation. Je pense que c'est hyper important de se former pour comprendre ce que vont faire les prestataires. Parce que dans le choix du prestataire, c'est compliqué. Parfois, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec un client qui, lui, ne voulait absolument pas être formé. Et du coup, on ne se comprenait pas bien parce qu'il ne comprenait pas ce que je faisais pour lui. Et à un moment, il s'est lassé parce qu'il ne comprenait pas, quoi. Et moi, je pense que je n'ai pas assez insisté aussi pour le former au départ. Voilà, ça fait partie, je pense, d'une prestation. Quand on sous-traite, on doit savoir ce qui se passe. Parce que quand vous sous-traitez, par exemple, le community management, c'est comme si vous sous-traitiez votre boîte mail. C'est votre relation client, c'est tout ça qui est sous-traité. Donc, il faut absolument que le client puisse comprendre ce qui se passe et donner les bonnes instructions. Moi, je repense par exemple, je fais souvent le parallèle avec les centres d'appel. Moi, j'ai pas mal bossé avec des centres d'appel il y a une vingtaine d'années. Quand on sous-traite un centre d'appel, on forme les téléopérateurs pour qu'ils connaissent l'offre aussi bien que les salariés de l'entreprise, pour qu'on ne sache pas que ce ne sont pas des salariés de l'entreprise. Et donc, pour moi, le community management, c'est exactement la même chose. Si vous voulez sous-traiter votre community management, il faut impérativement que les personnes qui le fassent, qui
qui rédigent les publications sachent exactement ce que vous proposez, comment, voilà, c'est important. Donc, former les prestataires et former les clients. Voilà, ça c'est dans les deux sens. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Je ne sais plus la question, j'ai perdu. Je suis partie loin là. Pardon. Non, mais c'est super intéressant. Et tu parles de community management, mais je pense que ça s'applique sur tous les champs d'action de la transformation numérique. Ça peut être le cas sur la création d'un site web, ça peut être le cas sur les enjeux de cybersécurité d'une entreprise. Je pense qu'effectivement, avant de faire appel à un expert, il faut savoir ce dont on a envie. Et c'est vrai que dans une entreprise du coup comme la tienne, Michel, où vous êtes deux, vous avez... On est deux, mais moi j'ai pris une prestataire externe qui travaille 3 jours aussi sur 7 avec moi. Et oui, c'est important effectivement de savoir avec qui... à qui on va confier l'image en fait qu'on veut donner, parce qu'on parle de formation et d'efficacité sur les réseaux et tout ça. Mais quand on parlait tout à l'heure de l'alternant ou d'un alternant, j'ai pris une alternante très bien, qui faisait très bien son travail, mais en fait en termes de une jeune, et en fait en termes d'image, ses postes me parlait pas du tout, me correspondait pas du tout. Et l'image sur les réseaux, c'est quand même important. Alors après, peut-être qu'au tout début, quand on a 20 ou 30 ans, on est peut-être moins regardant, mais à partir d'un certain moment de sa vie professionnelle, on a envie que l'image qu'on véhicule soit vraiment conforme à ce qu'on est vraiment, que ça corresponde au point où on est vraiment... Voilà. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui prend le temps, avant de vous envoyer son devis et la répartition de ses coûts, qui prend le temps de vous rencontrer et de bien comprendre l'environnement et ce que vous voulez. Donc ça, c'est déjà... Voilà. Et ensuite, c'est important aussi, parce qu'on a quand même des freins, hein, quand on n'est pas du métier, on peut avoir quelques freins ou pas comprendre pourquoi on doit faire ça ou ça. Genre aller sur TikTok ou aller sur... voilà. C'est important aussi d'avoir quelqu'un qui puisse vous amener à entendre, à faire des propositions et vous amener à accepter ces propositions-là. Donc pour ça, il faut vraiment un temps d'écoute et un temps de partage. Et ça, dans les grosses boîtes, c'est pas toujours le cas. Hein, ou dans des boîtes qui vous proposent, des entreprises qui vous proposent all inclusive, quoi, tout. Hein, la création du site, la création des postes, le suivi des postes, la digitalisation, enfin tout. Et bon, quand on est une petite entreprise comme moi, et alors en plus, le coût est d'autant plus élevé puisque eux-mêmes vont certainement sous-traiter. Et alors, on met encore un peu de distance entre les premières valeurs qu'on a fait passer et puis celui qui, au final, va faire l'acte de... Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi aussi Catherine. Merci beaucoup. Tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je voulais ajouter quelque chose parce que je parlais du bâtiment. Et du coup, je prends souvent cet exemple-là pour dire que c'est dans le bâtiment, vous avez des spécialités, un plombier, un électricien, un maçon. Voilà. Et sur le web, c'est un peu pareil. Enfin, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez des gens qui s'occupent de graphisme sur le web, d'autres qui vont faire du référencement naturel, d'autres qui vont faire du Google Ads. Voilà, ça, c'est des spécialités. Moi, je connais des gens qui font ça, dont c'est le métier, qui font que ça. Donc, le gars qui fait du référencement, ou la fille, hein, c'est du référencement, fait que ça. Il n'y a pas d'autres spécialités. Et il me semble que c'est important de comprendre que chaque fois, ce sont des métiers où on a besoin d'expérience, d'expertise, et que le danger, à mon sens, de certains prestataires, puisqu'on est quand même là pour en parler, c'est de s'adresser à une structure qui sait tout faire. Voilà, ça c'est à mon avis assez dangereux. Après, c'est pourquoi pas, hein, Shiva, tout ça, bon bref. Mais
Je crois que c'est important aussi d'être accompagné par des experts pour chacune des facettes du métier. Voilà. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Mais du coup, c'est vrai qu'effectivement, là, je vois, Michel, que vous aviez un projet qui était quand même bien rodé à la base. Et ça, je pense que c'est vraiment, effectivement, c'est super important. On a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui souhaitent se lancer, mais qui ne savent pas forcément par où commencer. Et du coup, il y a des organismes qui existent pour vous accompagner là-dedans. Je pense notamment à Lilian, ce que tu fais un petit peu au quotidien, et comment tu accompagnes, du coup, ces entreprises à... Enfin voilà, quelle est la méthodologie un petit peu appliquée pour les aider à choisir du coup le bon prestataire? Alors bonjour à tous. Effectivement, il faut se dire une chose, c'est que très souvent, et Catherine ne me dira pas le contraire, il y a des gens qui la contactent, qui disent ouais, je vais être sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Un peu compliqué. Donc en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que, et je rejoins ce qu'elle disait, c'est que très souvent, là où ça pêche avec les prestataires, hormis le choix du prestataire, et ça on y reviendra tout à l'heure, c'est plutôt la partie « qu'est-ce que je vais lui demander ?» Et donc, quel constat je fais sur mon besoin et comment je qualifie mon besoin pour aller ensuite contacter les bonnes personnes. Et on revient sur ce que disait Catherine, qui est aussi la montée en compétences. On n'est pas sur une montée en compétences pour faire à la place d'eux, on est sur une montée en compétences pour mieux piloter et mieux comprendre ce qu'on va demander. Parce que si on comprend mieux ce qu'on fait et qu'on sait ce qu'on va demander, eh bien, dans ce cas-là, le pilotage du prestataire, il est simple. Et puis surtout, on revient sur une logique qu'on comprend ce que le prestataire fait. Parce que sinon, c'est normal. Si on ne comprend pas ce qui se passe et ainsi de suite, on se retrouve dans une situation en se disant « putain, je fous mon argent par les fenêtres ». Donc l'idée, c'est, et on revient aussi sur la logique de mesure, parce qu'elle est importante, cette logique de mesure avec les prestataires. Donc effectivement, nous, notre boulot dans les chambres de commerce, c'est intervenir sur cette phase-là. L'avantage, c'est qu'on est neutre, on est tiers de confiance, et on vient intervenir sur la qualification de projet. Et on vient un peu titiller les chefs d'entreprise en disant « mais là, vous êtes sûr que vous en avez besoin ? Ou est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour le faire ?» Parce qu'il y a aussi le problème de « je veux tout faire en même temps ». Et ça, c'est encore pire. C'est je veux tout mettre en place en même temps, sachant que pour le prestataire, c'est une horreur, mais souvent, le premier frein qu'on va rencontrer, c'est que les équipes en face, dans l'entreprise, ne sont pas capables de tout mettre en même temps parce qu'ils ont une charge de travail et ainsi de suite. Donc, cette notion de qualification, cette notion de savoir un petit peu plus se projeter dans le temps en disant on commence par là, on mesure ensuite un petit peu, et bien, pour l'entrepreneur, c'est très concret, et pour lui, c'est très concret. Et de l'autre, pour le prestataire, et bien, le prestataire, il sait ce qu'on va lui demander. Et ce qui veut dire que même en termes de devis, il va pouvoir être le plus pointu dans sa réponse. Parce qu'on le sait, certains prestataires, quand on leur met un truc trop vague, ils vont dire bon, on va un petit peu gonfler parce que je ne sais pas si je vais rentrer dans mes fonds. Donc cette notion de qualification, elle est primordiale. Cette notion de monter compétence et de comprendre les enjeux, elle est primordiale. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir ensuite piloter, je dis bien piloter le prestataire. Et j'aime pas le mot piloter prestataire parce que dans le monde du digital, on n'est pas à la recherche d'un prestataire, on est à la recherche d'un partenaire. Parce qu'il faut qu'on ait confiance en lui, et on va lui déléguer certaines fonctions qui vont être plus ou moins importantes, on va lui déléguer ses données, on va lui déléguer une partie de son RGPD, on va lui déléguer ses réseaux sociaux, on va lui déléguer sa communication. Et donc, on a envie d'être quelqu'un sur le temps, on n'est pas sur un one-shot. On n'est pas à se dire, ben tiens, ça y est, j'ai acheté mon site internet, je me démerde. Moi, comme je dis souvent aux entreprises, la création du site internet, c'est que le début de l'aventure. Donc, si je vous retrouve tout seul après, ça va poser problème. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de qualifier tout ça. Et à partir de là, une fois qu'on a qualifié le truc, et ainsi de suite, là, on peut vraiment partir à la recherche de prestataires. Je fais une petite aparté sur la partie apprentissage. Vous ne méprenez pas sur ce que mes deux petites copines de jeu vous ont dit. C'est pas le fait, ouais, un apprenti, attention, attention. Un apprenti, il ne faut pas oublier qu'il est là pour apprendre. Ça veut dire qu'il n'est pas opérationnel dès le départ. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'en septembre, il ne sait pas faire et qu'il saura peut-être faire au mois de mars. Donc aujourd'hui, un apprenti qui est la solution miracle à certaines solutions, attention, un apprenti, c'est super pour vous aider à mettre en place des choses, pour être justement en rapport avec des prestataires, pour qu'il apprenne aussi là-dessus et qu'il vous aide à la mise en place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ne demandez pas à un apprenti
ce que peut faire un prestataire. Parce qu'aujourd'hui, au moment où il démarrera son projet, le projet, il n'aura pas automatiquement toutes les compétences nécessaires pour pouvoir le mener à bien. Super, merci Lilian. Oui, je voulais rajouter que c'est exactement ce qui est prévu dans l'accompagnement de Cathy sur cette partie-là. C'est que j'ai pris une jeune qui a monté qui est sur Albi justement, et qui a monté très bien, et qui a sa boîte d'événementiel, mais qui est jeune. Et elle va faire. On a vu avec Catherine la stratégie de com. Et je la prends une fois par semaine pour travailler donc pour moi. Et Catherine reste en supervision. D'accord ? C'est-à-dire que Catherine est un peu le garant de ce que je veux, du message que je veux vraiment véhiculer, de la manière dont je veux le véhiculer. Et voilà. Et Catherine reste un petit peu en supervision quand même, parce que je pense que c'est important. C'est la confiance et puis voilà, c'est mes valeurs. Super, merci Catherine. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, mais j'ai bien aimé oui, du coup, oui. Oui, parce que il se trouve que j'interviens dans une école où j'ai des Master 2 en alternance. Et ça fait 10 ans que j'enseigne dans cette école sur ce Master 2. Et je vois bien l'évolution. Et je trouve ça dingue, effectivement, qu'on confie des stratégies de com à des étudiants qui sont là pour apprendre, quoi. Et vraiment, souvent, ils viennent me voir parce qu'ils sont un peu perdus dans le poste qu'ils occupent. On leur demande des choses qu'ils ne savent pas faire, parfois des choses même impossibles. Et je trouve ça dommage parce que c'est pas comme ça que l'alternance a été créée, quoi. L'alternance, c'est normalement ou l'apprentissage, effectivement, c'est pour apprendre pendant l'année auprès de son tuteur en entreprise. Et malheureusement, vraiment trop souvent, les tuteurs, en fait, ils sont aucune compétence en com ou en com digital, quoi. Voilà. Donc je suis parfaitement d'accord avec la remarque de Lilian. Alors je vais même rajouter dessus, hein. Nous, c'est quelque chose sur lequel on a fait très attention cette année parce qu'on a lancé un bachelor chef de projet transformation digitale. Et donc du coup, moi j'assure une mission de co-tutorat avec l'entreprise pour lui permettre de ramener de la technicité qu'il n'a pas automatiquement. Merci. Merci pour ces compléments d'information. Je vais revenir du coup sur la méthodologie vraiment appliquée pour bien cerner le besoin de la TPE, enfin de l'entreprise d'ailleurs, dans leur projet de transition digitale. Nous, à la Mêlée, on a un parcours qui est assez clair, assez défini. Donc voilà, je le précisais tout à l'heure, on organise de nombreux événements de sensibilisation sur les territoires. Ça, c'est vraiment l'étape numéro 1 pour sensibiliser l'entreprise aux enjeux de la transformation numérique. Donc ça passe par des experts comme Catherine, qui vont du coup organiser, qui vont prendre la parole sur des événements pour vraiment aller sensibiliser l'entreprise aux enjeux de la communication digitale. On fait ça avec des partenaires sur les territoires, comme Lilian. La dernière fois, on a organisé un événement de sensibilisation autour de la cybersécurité à Albi. Et l'idée, c'est vraiment d'aller sensibiliser l'entreprise pour pouvoir lui proposer des solutions concrètes à mettre en place. Voilà, là, c'est du coup la première étape. Mais il faut aller encore un peu plus loin, parce que comme on le disait, il est important de connaître les enjeux, d'être formé un petit peu sur ces sujets, et surtout de bien cerner où en est l'entreprise. En introduction, on disait que les entreprises d'Occitanie de moins de 10 salariés, c'était plus de 90% des entreprises. Et les chiffres ont peut-être été un petit peu gonflés, mais il y en a 30% quand même qui sont plus de 30% qui sont à un niveau, qui ont un niveau de maturité numérique plus ou moins égal à 0, donc qui n'ont pas du tout enclenché leur transition digitale. Je vous invite à consulter, parce qu'il est très bien fait, le deuxième baromètre sur l'économie numérique de France Num, qui vient juste de sortir, où il y a plein de chiffres clés et on y voit beaucoup plus clair sur l'activité numérique des TPE-PME du territoire, surtout qu'il s'adresse à des entreprises de moins de 50 salariés, si je ne dis pas de bêtises.
sur le site France Num, donc je fais de la pub, France Num. Donc, non, mais à la limite, on pourra peut-être mettre le lien dans la vidéo, parce que c'est vraiment... moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et il était très bien fait, avec de très bonnes infographies. Et pour ceux qui sont en replay, on le mettra aussi dans les petits liens YouTube. Voilà, donc c'est vraiment, aujourd'hui, il faut accompagner ces entreprises et il faut bien cerner le besoin. Donc ça a déjà été dit à plusieurs reprises. Donc nous, pour aller encore plus loin sur ce sujet-là, on a créé un pré-diagnostic en ligne qui est accessible sur le site de la Mêlée, qui permet du coup d'avoir une petite note, on va de 0 à 5, sur la maturité numérique de l'entreprise. Sur les fameux 7 champs d'action que je vous ai présentés en introduction, donc pour bien cerner le besoin de l'entreprise, où elle en est, ce qui a déjà été engagé ou pas, et surtout sur quel sujet. Donc voilà, suite à ce prédiag, nous, on s'engage à remplir l'entreprise dans les 3 jours pour pouvoir faire un bilan un peu plus poussé avec l'entreprise de ses besoins, de ce qu'ils ont mentionné, pour pouvoir leur proposer ensuite une mise en relation. Soit on leur propose, entre guillemets, juste 3 prestataires qui peuvent répondre le mieux possible aux besoins de l'entreprise, ou alors carrément faire une mise en relation directe avec un seul expert du coup de notre catalogue expert, qui est d'ailleurs accessible gratuitement en ligne depuis notre site web. Donc vous pouvez le consulter directement. On pourra vous mettre le lien également dans le chat et sur le replay. Mais voilà, c'est vraiment des outils qu'on met à disposition, qui sont vraiment à disposition des entreprises. Et nous, on souhaite aller encore plus loin pour faciliter et optimiser la mise en relation avec les experts. Voilà, nous, ce qu'on fait, notre mission à la Mêlée, ça va vraiment être d'être le facilitateur entre les besoins, une fois qu'ils ont bien été définis, et le bon expert pour y répondre. Voilà pour la méthodologie, en tout cas, qu'on met en avant. Et je sais que vous, à la CCI, vous avez aussi un catalogue. Alors, je vais juste revenir sur un point qui est important. Le diagnostic, souvent les gens disent « Oh, ça va, ils me saoulent avec leur diagnostic » et ainsi de suite. Mais en fait, c'est le meilleur moyen de faire l'état des lieux de où on en est. Je fais une photographie à un instant T de où j'en suis, et je me dis « Ah ben mince, finalement, là, je suis pas terrible, là, je suis moyenasse, là, je suis plutôt bon, tiens, je le savais pas », et ainsi de suite. Souvent, si on fait une méthodologie avant d'aborder un projet, avoir cette phase de diagnostic, elle est super, parce que ça fait vraiment un état des lieux. On se dit « Bon, c'est à partir de là que je vais bâtir ma demande, et à partir de là, je vais faire quelque chose ». Alors on peut se dire, ouais, on fait des diagnostics pour tout, mais que ce soit la Mêlée, d'autres prestataires ou nous, parce qu'on le propose aussi, c'est important parce que c'est sans doute la meilleure base de travail au démarrage, et à partir de là, on arrive mieux à comprendre quels sont les besoins. On revient sur cette histoire de compréhension. Voilà. Je fais l'aparté là-dessus parce que pour moi, c'est très très important. Nous, on a fait un constat assez clair, hein, c'est qu'on a une filière numérique en Occitanie qui est hyper développée, et on a des TPE-PME qui ne savent pas du tout où aller chercher un prestataire. Et moi, j'ai vraiment les boules à chaque fois que j'entends « Tiens, j'ai trouvé un prestataire à Paris, à Lyon, à Rouen, ou ainsi de suite », alors que les entreprises, souvent, elles l'ont à quelques kilomètres de chez eux, avec un vrai savoir-faire, et souvent, elles vont payer un petit peu plus cher en allant dans des grandes villes. Donc c'est un constat qu'on a fait avec les CCI, et on a bâti un outil qui s'appelle Presta Numérique, donc qui est un annuaire des prestataires de services au numérique. L'objectif d'un côté, c'est permettre aux prestataires d'être visibles en fonction de catégories simples. On a pris, il y a aujourd'hui 17 catégories, mais surtout qui parlent aux clients. Je veux faire un site internet, je veux faire un site internet marchand, je veux m'occuper d'RGPD, je veux faire du community management, et ainsi de suite. Et après, ils arrivent sur des fiches où ils vont retrouver des gens qui vont être ou dans leur département ou juste à côté. Ça nous semblait important de faire ce lien entre les demandes des entreprises et de l'autre côté des prestataires qui sont de plus en plus nombreux. Et nous, en mettant une notion un peu de tiers de confiance autour de ça pour valoriser. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont à la fois prestataires à la Mêlée, qui sont présents sur Presta Numérique, et ainsi de suite. Donc là, on se rend bien compte que, parce que vous savez, nous, au quotidien, la question qui revient le plus dans la bouche des entrepreneurs, une fois qu'on les accompagne, à qui je demande ça ?
Et c'était vraiment un besoin qu'on avait comme outil d'accompagnement pour qu'ils puissent ensuite, eux, choisir, faire leur choix, et ainsi de suite. Parce qu'on en parlera peut-être un petit peu après, la notion du choix et comment choisir, il y a quand même quelques petites règles à prendre. D'ailleurs, justement, est-ce que tu veux nous donner des petites astuces sur comment bien... Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. C'est sur la priorisation. Quand on dit le besoin, moi en tant que prestataire, on a toujours l'impression, enfin en tant que client, on a toujours, on se dit, on a ça à faire, mais dans la digitalisation, c'est jamais priorisé. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qui est le plus important? Et donc tout ça, je ne sais pas si c'est sur l'auto-test que vous proposez, mais ce serait bien. C'est effectivement mentionné dans le prédiagnostic de la mêlée, et c'est vrai que c'est du coup que ce soit à travers le prédiagnostic et le coup de fil qu'on propose, en tout cas dans le parcours de la mêlée. Voilà, c'est une double remise un petit peu en question des besoins, déjà de l'existant et de ce qu'on veut mettre en place. Donc ça, je pense que c'est aussi super important de le repréciser. Et Catherine, j'avais l'impression que tu voulais... Moi, je voulais parler du diagnostic parce que c'est important de comprendre que c'est un diagnostic. Derrière, il y a des humains. Enfin, c'est pas un truc automatique. C'est hyper important parce que Lilian vient de parler du site web qui est souvent la première marche. Mais parfois, la première marche, c'est juste d'ouvrir un compte Instagram ou un compte TikTok et que c'est totalement personnalisé. Enfin, pour moi, une entreprise, chaque entreprise est un cas particulier, et donc c'est important de comprendre que le diagnostic, c'est pas un truc automatique. Je voulais juste préciser ça parce que il me semble que c'est important dans la réflexion de l'entrepreneur qui veut obtenir de la visibilité. Et d'ailleurs, ce prédiagnostic a été construit avec des experts du coup de la Transphonium de la mêlée, mais aussi avec des entreprises qu'on a accompagnées. Donc voilà, on s'est basé sur des questions vraiment auxquelles les entreprises sont confrontées tous les jours. Donc, alors certes, le résultat direct après est proposé et a été entre guillemets construit par nos experts de la Transphonium, mais il y a bien un accompagnement qui est assuré par l'équipe Transphonium de la mêlée en suivant. Et du coup, je me permets de reposer ma question sur le choix du prestataire. Alors, Lilian. Le choix du prestataire. Donc déjà, je vais vous parler des trucs qu'on entend le plus. Nous, oui, mais moi, il y a le cousin de ma femme qui fait de l'informatique. On appelait ça le site du cousin dans nos trucs. Oui, mais je vais faire une formation, je vais faire mon propre site web. Ou il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui me propose le dernier truc à la mode. Oui, parce qu'il y a beaucoup de phoning pour vous proposer plein de choses ces temps-ci, ainsi de suite. Donc, ça fait partie des trois trucs que j'entends. Et aujourd'hui, il faut avoir un regard un petit peu plus expert sur le sujet. Déjà, le premier point, même si vous voulez travailler avec quelqu'un, même s'il y a une entreprise qui vous plaît, consultez au moins 3 prestataires. Pourquoi ? Parce que chaque prestataire va avoir sa notion de la manière d'aborder votre projet, et ainsi de suite. Il va y avoir aussi une notion de prix, parce que vous allez peut-être vous dire, ouais, putain, je travaille avec un tel, mais il est cher. Hein. Et finalement, quand on va faire intervenir, on va voir qu'il n'est pas si cher que ça par rapport à d'autres, ou qu'il n'est pas si cher que ça parce qu'il propose plus de prestations que les autres. Donc la notion de prix, faut faire attention à ça, parce que qui dit pas cher dit que on peut avoir des problèmes de qualité, ainsi de suite. Mais aussi, il faut le remettre dans le contexte. Une entreprise qui a 10 salariés et quelqu'un qui est tout seul, les prix ne seront pas automatiquement les mêmes, parce qu'il y a juste un problème économique qui est lié aux charges de fonctionnement et ainsi de suite, aux charges de structure. Donc déjà, le fait de communiquer auprès de 3 prestataires, ça vous permet déjà de vous positionner, d'avoir une vraie idée de la valeur du prix. Parce que souvent, quand on a un seul devis, oh putain, c'est cher, je ne le fais pas. Mais sauf que si on a 3 devis, on va déjà se rendre compte que oui, effectivement, finalement, c'est pas si cher que ça, ou c'est vraiment dans les prix du marché. Donc ça fait partie des choses importantes. Le deuxième point qui va être pour moi capital, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, travaillez avec quelqu'un que vous sentez. Parce que on vient chercher un partenariat plus que des prestataires. Ça veut dire que derrière, c'est quelqu'un qui on doit avoir confiance.
Vous devez être derrière les fesses toutes les 5 minutes du prestataire parce que vous n'avez pas confiance en lui, ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionnera pas bien. Donc ça, très important, ainsi de suite. Soyez vigilants aussi aux prestataires trop éloignés géographiquement. Quand tout se passe bien, j'ai mon prestataire qui est à Brest, c'est génial, tout est génial. Et quand ça se passe mal, vous cherchez à le joindre, il a Aquaponé ou autre chose. Et là, ça commence à devenir très, très compliqué pour mettre quelque chose en place. Pareil, un de mes anciens employeurs disait « la confiance n'empêche pas le contrôle ». Ce qui veut dire que là-dessus, quand vous avez affaire à des prestataires isolés, donc qui sont tout seuls, on peut se dire « ouais, mais tout ça », prenez toutes les précautions d'usage. Si vous leur faites faire un site internet, vous devez avoir tous les codes nécessaires pour, au cas où ils disparaissent, vous récupérez la main dessus. Très, très important. Vous devez effectivement prendre les précautions d'usage pour que vous n'ayez pas une prestation qui perde dans la nature. On peut travailler avec un prestataire isolé, ce n'est pas un problème. Nous, la CCI, on travaille avec beaucoup de prestataires qui sont des indépendants. Ce n'est pas un problème du moment qu'on prend les bonnes précautions qui vont avec. Idéalement, quand vous allez faire vos demandes, c'est bien sûr avoir un cahier des charges ou quelque chose qui ressemble à un cahier des charges pour que vous puissiez aller donner la même information à chaque prestataire pour qu'ensuite il puisse générer l'offre la plus adéquate possible. Méfiez-vous aussi, dans certains cas, des technologies un petit peu propriétaires, ce qu'on appelle. Quand c'est l'open source, c'est une chose, et il y a des gens qui disent non, l'open source c'est nul parce qu'on va faire un truc en propriétaire. Je prends toujours l'exemple du garage. Si vous avez une Renault et vous devez changer de garagiste, vous retrouverez toujours un garagiste Renault. Si vous avez une Tesla, il faudra aller chez Tesla. Et il n'y en aura pas des masses, et vous serez obligé d'aller chez le prestataire en question. Donc, ce qui est très important, c'est que vous ayez les clés du camion sur vos projets. Et une fois que vous avez les clés du camion, après, les relations avec le prestataire se passeront toujours bien. Une fois que vous avez un peu choisi votre projet, une fois que vous avez choisi votre prestataire et que vous allez être content, la première chose dont vous devez parler, c'est le divorce. Qu'est-ce qui se passe si demain on se quitte? À qui appartient quoi? Et ainsi de suite. Ça peut paraître un peu, déplacé, mais ça va vous rassurer. Parce que très souvent, j'ai beaucoup de gens qui viennent dans mon bureau qui me disent « ouais, mon prestataire est un salaud ». Sauf que quand je lis les conditions générales de vente, je lui dis non, le prestataire n'est pas un salaud, c'est que c'était écrit noir sur blanc, mais vous n'en avez pas discuté. C'est très très important. Il faut que vous leviez au démarrage tous les freins pour pouvoir travailler main dans la main avec le prestataire. Et évitez aussi le côté que le dernier a parlé a raison. Il y en a, c'est leur stratégie. Toujours passer derrière les autres. Donc, ayez du recul, ainsi de suite. Sachez prendre les bonnes décisions, ainsi de suite. Souvent, les gens imaginent que le choix du prestataire, ça va être très très rapide, ça va faire vite. Je pense que c'est un peu comme on construit une maison. On va être sûr que le maçon il soit capable de la monter de A à Z. Parce que sinon, on va être embêté. Donc voilà. Et surtout, méfiez-vous, et je le dis clairement, de ceux qui vous proposent des offres clairement où ils font tout. Parce que le constat que je fais, c'est que très souvent, il y a des choses qui font très bien, et c'est leur cœur de métier, et il y en a d'autres, elles vont être moins bien ou fait au détriment. Donc c'est vrai que les entreprises adoreraient avoir un prestataire unique. Mais la réalité du marché n'est pas celle-là. Pourquoi? Parce qu'on arrive à une hyper-spécialisation des nouvelles technologies. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui sont créés, il y a des nouveaux métiers qui se mettent en place, et donc tout le monde n'est pas équipé pour. Donc ça veut dire que vous serez obligé de faire la coordination de projet. Vous serez obligé d'être le coordinateur, vous serez obligé d'être le chef de projet. Même s'il y a quelqu'un qui vous dit « oui, je vous mets un chef de projet à disposition », non, le chef de projet, c'est vous. C'est vous qui allez faire tenir les délais. C'est vous qui allez aussi mettre vos obligations sur la table. Parce que souvent, on va voir un prestataire. Moi, je connais plein d'agences web qui me disent « ouais, le client était super pressé, on a dû faire dans l'urgence. » Eh bien, le projet n'a pas abouti parce que ses équipes en face, ou lui, n'étaient pas prêts à faire les choses. Parce que quand on se retrouve dans ces logiques de numérique, on est sur de la coproduction. C'est-à-dire que vous aussi, vous allez devoir générer des choses. Et ça veut dire que derrière, souvent, le prestataire est coincé parce qu'on n'a pas pu lui donner la matière dont il était nécessaire à un moment donné pour qu'il continue à avancer. Donc, on doit prendre tous ces éléments en compte. Et surtout, si vous ne devez garder qu'un seul, choisissez de la proximité pour pouvoir rencontrer physiquement le prestataire.
Ça me souvient. Contactez au moins 3 personnes pour vous donner, faire un avis et pour que vous voyez et travailler avec quelqu'un avec qui que vous sentez. Parce qu'il va falloir lâcher, avoir de la confiance et lui lâcher du lest pour pouvoir travailler correctement. Méfiez-vous aussi des entreprises étoiles filantes, que j'appelle, avec des gros effets de mode, qui arrivent et qui disparaissent à peu près dans la foulée. Et c'est pour ça que c'est important que vous ayez toujours la main. Quelqu'un qui vous refuse de vous donner les éléments nécessaires pour avoir la main, c'est qu'il y a un problème. Comme dit le vieux proverbe, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Super, merci beaucoup. Donc moi, je note plein de choses. La proximité, le bon cahier des charges qui va avec toute la méthodologie dont on a beaucoup parlé, des valeurs communes, un accompagnement, vous en parliez tout à l'heure. Catherine, est-ce que tu as des choses à ajouter ? Les avis clients. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a des faux avis, c'est vrai. Sincèrement, quand vous consultez les avis d'un prestataire, vous pouvez les reconnaître en fait. Enfin, ça se sent, l'expérience se sent. C'est comme quand vous regardez l'avis d'un resto et qu'il y a quelqu'un qui vous parle de la cuisson de sa viande et de la sauce machin truc. Vous dites pas c'est un faux avis. Voilà. Et donc les avis des prestataires, c'est pareil. C'est important de. Enfin, ça permet aussi d'améliorer la confiance que vous pouvez avoir dans un futur prestataire. Merci. Et donc moi, Michel, j'ai une petite question. Est-ce que suite à tous, est-ce que vous avez déjà travaillé, que ce soit avec votre entreprise actuelle ou la précédente, avec un prestataire ? Vous avez mal choisi un prestataire ? Alors, mal choisi, je ne l'ai pas choisi au final. Mais effectivement, j'ai été approchée, je n'ai pas été approchée, j'avais un besoin que j'ai exprimé, donc j'ai cherché, c'était pour faire du e-learning, enfin des mots, puisque je suis conceptrice en e-learning, donc mais pas suffisamment, je voulais essayer de me faire accompagner. Et donc j'ai vu, je ne sais plus comment d'ailleurs, peut-être par les réseaux encore, un prestataire qui était local, pas très loin, jeune, assez dynamique, des avis assez sympas. Donc je les rencontre. Et en fait, ça n'a pas collé. Ils étaient 3, ça n'a pas collé du tout, dans la mesure où on a parlé solutions et de coût, donc, le temps passé, solution, tout ça, avant d'aborder tout ce que je disais tout à l'heure, l'environnement, mon environnement, mes attentes, et puis voilà, donc ils avaient une solution clé en main, quelque part. Pourtant, c'était des jeunes et tout ça, mais clé en main. Voilà, donc ça aurait pu être un mauvais choix, et ça n'en a pas été un, mais voilà. Ensuite, on parlait tout à l'heure des boîtes. Moi, j'externalise la gestion des inscriptions au stage des candidats sur un logiciel, avec une boîte, un prestataire externe. Au départ, très, très proche, très disponible, très réactif. Par le chatbot, on avait toujours tout, ou même par téléphone s'il y avait un souci. Fort de leur expérience et de leur retour positif, ils se sont développés. Ils ont proposé d'autres services. Et aujourd'hui, on perd un peu cette relation qu'il y avait au départ proche. Alors après, on ne peut pas leur en vouloir de vouloir se développer non plus. Alors la question, c'est... et ils commencent à proposer plusieurs services, justement. Donc, d'après ce qu'on a dit, est-ce que... Il faut être vigilant en tant que client, parce que si pour le service que moi je demande, ils sont plus en réactivité, ils me répondent plus. Finalement, est-ce que je change de prestataire pour aller rechercher un nouveau prestataire qui répond vraiment que à moi, ce que je demande ? Tout ça parce qu'il se développe, mais en même temps c'est normal. On se développe, on est peut-être moins réactif. Donc on ajoute aussi une offre vraiment sur mesure et adaptée aux besoins de l'entreprise. Le temps passe. On va peut-être. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle ou si on a des questions en ligne.
Super. Donc pour les personnes qui sont en ligne, c'est donc une entreprise qui souhaite digitaliser son entreprise et qui n'a pas le budget pour, en tout cas qui ne l'a pas prévu, et elle se demande du coup vers qui se tourner. Alors, je pense qu'elle est pour moi, celle-là. Donc non, aujourd'hui, je pense qu'il faut, premier point, effectivement, par rapport à ça et par rapport aux problématiques de budget, on revient sur la priorisation. C'est finalement par quoi je vais démarrer et quel est mon besoin principal. Parce que souvent, il y a plein de besoins annexes qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Et après, effectivement, moi, je vous invite, je presse pour ma paroisse, mais à contacter les chambres de commerce parce qu'on est au courant de tous les dispositifs d'aide qui existent, et notamment les dispositifs, qu'ils soient locaux, départementaux ou régionaux. Et souvent, même des fois, il y a des dispositifs qui, en fonction des codes APE, de la taille de l'entreprise, permettent d'avoir le premier pied à l'étrier pour pouvoir démarrer sa digitalisation en ayant une aide ou un accompagnement. Et du coup, le retour sur investissement est pas forcément, se mesure pas forcément au tout début. Vous en parliez tout à l'heure avec du coup de votre accompagnement qui est en cours avec Catherine. Mais voilà, avec du recul, et je ne sais pas si vous pouvez apporter une réponse à ça. Comment ça se mesure? Est-ce que l'investissement qu'on met à la base sur la digitalisation, ça se récupère ensuite? Alors, il y a ça m'amène deux réflexions en fait. Le retour sur investissement, il se calcule tout simplement avec le nombre de clients qui vont faire appel à vous. Hein. Donc ça, c'est très simple. Hein. En digital, on a plein d'indicateurs. Et si votre prestataire vous envoie tous les mois une liste de 30 indicateurs, c'est pas bon. Pour moi, les indicateurs, c'est clairement ce qui rentre dans votre poche après, quoi. Voilà. Donc, si vous mettez en place une stratégie et qu'au bout de quelques mois, vous voyez aucune évolution, il y a peut-être quelque chose qui colle pas. Voilà. Donc ça, c'est la première réflexion. Je sais plus la deuxième, j'ai oublié. Voilà. Tant pis pour moi. Je voulais ajouter un truc par rapport au sujet d'avant sur la priorisation. Si on ne sait pas par où commencer, moi, naturellement, j'aurais envie de commencer par la relation client. C'est de se poser la question, qu'est-ce qu'attendent les clients de vos services? Qu'est-ce qu'ils... et du coup, moi, j'aurais tendance à penser que la relation client à digitaliser est une priorité par rapport à tout le reste. Bien sûr que tout est important, mais l'important, c'est de conserver vos clients, quoi. Voilà. Alors, je vais aller dans le sens de Catherine, mais aussi il y a des choses qui sont difficilement mesurables. Dans le sens où si je travaille mon informatisation, si je travaille ma cybersécurité ou ce genre de choses, difficile ensuite de mesurer est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait, et ainsi de suite. Donc ça, sur la partie informatisation, finalement, vous allez vous rendre compte à l'usage, et ça ne va pas se faire en instantané. C'est est-ce que je gagne du temps? Parce que si je mets en place une informatisation, elle est là pour me faire gagner du temps, automatiser certains process et ainsi de suite. Donc là, ça veut dire aussi que vous, en amont, vous avez mis quelques indicateurs. Avant, je mettais tant de temps à faire ça, maintenant, j'en mets combien? Et ça, c'est important. Et sur la partie sécurité, et c'est là où je reviens sur le côté où on doit faire confiance à ses prestataires, c'est un peu comme les assurances. C'est vous rendez compte que vous êtes bien assuré quand vous avez un sinistre. Et la sécurité, on est un peu sur ce système-là, parce qu'en théorie, on a mis tout ce qu'il fallait en place. Le plus important, finalement, la sécurité, oui, l'incident, c'est une chose, mais en combien de temps je suis capable de refaire partir l'entreprise après l'incident? C'est ça le véritable enjeu. Et on a d'ailleurs une programmation très riche cet après-midi sur la cybersécurité. Et sur la relation client, une table ronde très intéressante qui aura lieu juste après la nôtre. Il nous reste 5 minutes avant de clôturer cette table ronde. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? En ligne? Alors, je vais vous... Ah, oui.
Donc on a une question en ligne sur les pré-diagnostics qui sont principalement en ligne et du coup pour les entreprises qui sont éloignées du numérique, comment on les diagnostique? C'est ça la question? Comment on va les toucher? Ouais. Nous, justement, on n'a pas fait le choix de ne pas avoir de pré-diagnostic en ligne. Aujourd'hui, on a travaillé, nous, plutôt sur une logique qui est que nos petits copains des autres services, comme l'environnement, les problématiques de développement commercial et ainsi de suite, détectent aussi du besoin. On a joué la transversalité. C'est finalement, mais est-ce que vous avez fait cette démarche-là ou ainsi de suite. Donc, on essaye de jouer le maillage territorial. Parce qu'en plus, par rapport à des structures qui sont très petites, elles ont besoin d'un face-à-face. Celles qui vont faire le diagnostic en ligne, le déclic, il est fait déjà. Donc nous, on va être plutôt sur une logique de terrain, sur une logique qui va être liée aussi aux événementiels pour essayer de les faire venir et là, générer du contact avec nous. Donc c'est vrai que nous, cette année, par exemple, on a fait un pari, on va vraiment faire de moins en moins de webinaires pour privilégier, revenir à du présentiel. Donc du coup, on n'a pas encore retrouvé nos flux d'avant, mais ça nous semblait important parce que les gens ont pris un confort sur le webinaire. Un web confort en disant, moi je suis derrière mon écran, je suis tranquille, si je loupe un petit peu, c'est pas grave, je vais regarder les replays. Sauf que quand on est en présentiel, on est automatiquement dans un échange qui est plus profond. Par exemple, cette question-là, peut-être que vous ne l'auriez pas posée en étant derrière l'écran. Donc nous, on a plutôt cette logique de dire, aujourd'hui, on va plutôt être sur une logique de terrain, pour pouvoir jouer la synergie entre tous les services de la CCI et que les uns, on s'amène du flux. Parce que du coup, moi, quand on va en entreprise pour du digital, on va parler aussi d'environnement et de RH pour ramener, parce que là aussi, on a d'autres choses. Voilà, nous, c'est notre stratégie et c'est là-dessus qu'on travaille. Merci. Et du coup, on arrive à la fin de cette table ronde. Il nous reste 2 minutes. Super, j'allais demander le mot de la fin à chacun. Alors, donc pas 2 forcément minutes. Si, ça peut être le mot de la fin. Parce qu'on parlait de retour sur investissement. Et ce que je veux dire, voilà, c'est que le retour d'investissement sur le numérique, retour sur investissement sur le numérique, c'est quand même un peu complexe, malgré tout, même si on a plein d'indicateurs. En fait, la question que je pose, moi, c'est combien ça coûte si j'y vais pas ? Et quand on regarde l'évolution des entreprises dans tous les secteurs d'activité, on s'aperçoit que ça coûte vraiment cher, quoi. Pour moi, c'est un impératif. Donc, se demander combien ça rapporte, c'est surtout si c'est une condition de survie, on se pose plus vraiment la question, quoi. Voilà. Michel, le mot de la fin. Enfin, Après, ce sera pour Lilian le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, moi, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on ne peut pas se projeter dans quelque chose de qualité. Même si on n'a pas énormément de budget, on peut trouver des solutions par la priorisation. On peut quand même avoir quelque chose de comme les autres, quoi, au même niveau. Parce qu'au final, un site internet qui répond à vos besoins, que ce soit sur une petite entreprise ou un gros groupe, ça reste un site internet qui répond à vos besoins. Et que donc les prestataires sont capables de travailler avec vous de la même manière qu'ils sont capables. Donc on doit être aussi exigeant et il ne faut pas se dire qu'on va se contenter d'un petit site qu'on va faire nous et que ça va suffire. Non, ça ne suffira pas. De toute façon, on le sait maintenant. Merci Lilian. Alors moi en 3 points, parce que je veux faire plus que les autres. Donc non. Premier point qui m'importe, ne faites jamais un projet numérique dans l'urgence. C'est le meilleur moyen de se planter. Le vite fait, bien fait, ça fait des années que j'ai essayé, ça fait des années que je me plante. Donc, au contraire, plus on est dans l'urgence, plus on va passer à côté de certaines choses. Il faut savoir prendre le temps de la réflexion, se mettre suffisamment en amont. Ça, c'est un point qui me semble absolument capital. Ensuite, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner même sur cette démarche-là, parce que ce temps de réflexion, le temps que tout se gère, ainsi de suite, y compris de vos équipes, si vous en avez, il est nécessaire. Et le dernier point, qui va un peu le cahier des charges et tout ça,
c'est l'évolutivité. Moi, souvent, j'aime bien faire travailler les gens en tranches de travaux. C'est-à-dire que, OK, on démarre par le site Internet, il n'est pas marchand. Par contre, on a prévu en amont qu'il sera marchand à moyen court terme. Et à partir auquel le site Internet fonctionne, on passe à la phase 2, et ainsi de suite. Si vous pensez à un projet de manière modulaire comme ça, très souvent, vous allez gagner de l'argent. Vous allez peut-être un petit peu plus dépenser au démarrage, mais vous aurez la structure adaptée pour pouvoir ensuite répondre. Parce que souvent, ça vous évitera de jeter un site Internet à la poubelle et d'en refaire un autre. Ce qui est important, c'est capitaliser sur vos outils. Et donc, cette phase de travaux, elle est super importante. Et le dernier point, merci de nous avoir écoutés. Merci à tous et j'espère que maintenant vous ne pourrez que choisir des bons prestataires numériques. Bonne journée.